Bon, donc la vidéo précédente s'était coupée, je ne sais pas pour quelle raison, encore une fois. Encore une fois, le mystère de l'informatique, bon, je ne cherche pas trop à comprendre. De toute façon, je continue, je fais faire une continuation de la vidéo précédente. Et on est arrivé, bon, il faut que j'exprime expressément, je veux dire, ces trois caractéristiques de courant. Absolument, parce qu'en fait, c'est ça qui va, je veux dire, définir les méthodes les méthodes de mesure de résistance d'isolement au niveau de l'appareil de la mesure de la résistance d'isolement. Bon, au niveau du mégomètre. Bon, donc ici, on a trois courants. Un courant de charge qu'on avait dit capacitif, et que ce courant, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, en fait, ce courant prenait un pic au départ au niveau de transitoire, et puis diminuait, je veux dire, au fur et à mesure, de manière exponentielle, de manière très vite, retombait vite à zéro. Bon, ça, c'était le courant de charge capacitif. Elle se déchargeait. Bon, on la chargeait, elle se déchargeait tout de suite. Le courant d'absorption, c'était autre chose. C'était un courant qui correspondait à l'énergie nécessaire aux molécules de l'isolant pour que s'orienter sous l'effet du champ électrique. Voilà, ce courant décroît beaucoup plus lentement que le courant de charge capacitif, mais il faut en tenir compte quand même, parce que c'est un courant qui fait partie du courant total. Bon, le courant de fuite en lui-même, c'est quoi? C'est le courant de conduction, ce courant caractéristique de la qualité de l'isolement. Il est stable dans le temps. Ben, on va regarder après tout ça. Voici le graphique des courbes. Voilà, en fonction du temps. Voilà, donc c'est les trois courants. On a le courant de conduction, le courant de fuite ici. Le courant de fuite qui est ici, bon, il croît exponentiellement. Et puis une fois qu'il arrive à une zone de stabilité, bon, il se stabilise. Je veux dire un courant constant. Et voilà. Bon, ensuite on a ici le courant de charge. On avait dit qu'il décroît très vite, il retombe vite à zéro, ce courant de charge capacitif. Par contre, le courant d'absorption, lui, il durait plus longtemps. Et donc le courant total que l'on voit ici, j'espère qu'on voit, ouais. Euh, le courant qu'on voit ici, c'est le courant total. Donc c'est la somme des trois courants. Et donc lui, il se stabilise après un certain temps. Ici, le temps est en secondes, hein. Après 10 secondes, on se rapproche vite de la stabilité du courant total parce que les deux autres sont retombés à zéro. Enfin, retombent plus ou moins à zéro. Donc, à un moment donné, le courant total s'approche du courant de fuite, en fait. Donc, il faut stabiliser les choses avant de prendre des mesures, c'est ça que je veux dire. Bon, le courant total, circulant dans l'isolant sous test est variable dans le temps. Ouais, ben ça, on le sait bien. Euh, mais après, il devient, je veux dire, comment, constant, en fait, hein. Donc, sous test est variable dans le temps, impliquant une forte variation résultant de la valeur de la résistance d'isolement. Le circuit étant alimenté à tension constante. Avant d'aborder dans les détails les diverses méthodes de mesure, il convient de revenir sur les facteurs d'influence de la mesure de résistance d'isolement. Voilà, donc ici, hum, les méthodes de mesure vont dépendre de ces trois courants, je veux dire courant d'absorption. Vraiment, il y a des méthodes de mesure vont prendre en considération ces trois types de courants, hein. Voilà, donc bon. Maintenant, la résistance d'isolement, elle va dépendre de quoi? Mais ça aussi, ça va influencer aussi. Elle va varier en fonction de la température. Bon, on voit que la température fait varier la valeur de la résistance d'isolement selon une loi quasi exponentielle dans le cadre d'un programme de maintenance préventive. Point. Donc, il convient d'effectuer des mesures dans des conditions de température similaires ou dans le cas où cela serait impossible de les corriger pour les ramener à une condition de température de référence. Donc, en fait, il faudrait faire, l'idéal, c'est de faire des mesures à des températures de référence qui sont quasi les mêmes. Bon, pour pas qu'il y ait une influence de la température. Bon, hein, si je prends à 20 degrés et puis une fois un autre à 30 degrés, bon, ça rime à rien parce que bon, la mesure ne sera pas la même du fait que la température vient influencer. Donc, l'idéal, c'est de prendre une température de référence et de faire les tests préventifs à des périodes données où la température est référencée de la même manière que le dernier test. Bon, ça, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce qu'à titre d'exemple et en approximation rapide, un accroissement de 10 degrés se traduit par une diminution de moitié de la résistance d'isolement. Vous voyez bien que, bon, si la température passe de 20 à 30 degrés, bon, hein, la température s'est accrue de 10 degrés, mais la résistance d'isolement a diminué de moitié, c'est énorme. Pour rien que 10 degrés de température de référence. Donc vous voyez que la température, d'où la personne qui va prendre les tests, enfin qui va faire les tests, bien sûr, doit disposer, bien sûr, d'un capteur de température, d'un capteur de température.
Voilà, il doit se promener avec un capteur de température. Et en plus de ça, il n'y a pas que la température qui va jouer. Il doit avoir un hygromètre avec lui, fatalement. Quand il fait des prises de mesure comme ça, il doit avoir un capteur de température et un hygromètre. Voilà, dans sa sacoche de travail. Donc, et inversement, si la température, bon, diminue de 10 degrés, la température, enfin, la valeur de la résistance d'isolement va augmenter de 2 fois. Donc, si la température augmente de 10 degrés, la résistance diminue de moitié. Par contre, si la température diminue de 10 degrés, la résistance va augmenter de 2 fois. Voilà. Alors, le taux d'humidité influence l'isolement en fonction du niveau de contamination des surfaces isolantes. Euh, Attention qu'il y aurait un courant de fouette, mais il y aurait un courant de surface. Hein. Il y a deux types de courants, courant de fouette et courant de surface. Il faut veiller à ne pas effectuer de mesures de résistance d'isolement si la température est inférieure à celle de point de rosée. Bon, le point de rosée, qu'est-ce que c'est? C'est la température, la plus basse pour laquelle, comment est-ce qu'on appelle ça? Une masse d'air euh, peut être soumise, je veux dire, enfin, une masse d'air euh, peut être soumise à une pression, je veux dire, et une humidité donnée, sans qu'il y ait une formation d'eau liquide de saturation. Voilà, en fait, c'est la température la plus basse pour laquelle, je veux dire, il y a départ d'humidité, en fait, voilà, d'eau, départ d'eau. Voilà. Et on dit que même la température, ça c'est la température de rosée, mais la pression de rosée de l'air, la pression partielle de vapeur d'eau est égale à la pression vapeur saturante dans le point de rosée. Voilà. Bon, mais ça, de toute façon, je reviendrai. Hein. C'est bon, c'est des notions de thermodynamique et de points pour lesquels, je veux dire, l'humidité commence à survenir. Donc, qu'on commence à avoir des équilibres partiels de vapeur d'eau et de pression de vapeur saturante. Euh, et donc, c'est le point de départ de l'humidité, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, température de rosée, c'est quand l'humidité va commencer à prendre forme. Voilà. Donc, ici, donc la température va avoir un effet important sur les prises de mesure ainsi que l'hygrométrie dont il faut se trimballer avec 2 appareils de mesure. Alors ici, qu'est-ce que c'est? C'est la température des enroulements, correction de la résistance d'isolement en fonction de la température source I3E 43. Bon, ça c'est une normalisation. La 43, ça concerne le I3E, ça concerne, je veux dire, justement les machines tournantes et les corrections de la résistance d'isolement pour les machines tournantes, en fait. Voilà. Voilà pour une température à 30, on est proche de 1. 40, on a 1. 50, on est au-dessus de 1. 60, voilà, c'est des corrections. Il faut faire fois un coefficient K de correction de la résistance d'isolement par rapport à la température euh, pour qu'on se dise d'être dans un domaine de mesure correcte, en fait. Enfin, en fait, oui, bon, il y a les normalisations de IEEE, mais en fait, les meilleures normalisations, si je teste un câble, les meilleures normalisations, il faut demander au constructeur de câble, celui qui a construit le câble, celui qui a la meilleure normalisation par rapport à ce câble-là. Et d'un constructeur à l'autre, les câbles ne sont pas construits de la même manière. Bon, je veux dire, il y a différents types de câbles, différents types je veux dire, de matières pour faire les câbles. Donc, chacun connaît, je veux dire, la résistance d'isolement de chacun des câbles à la base de la fabrication. Donc, fatalement, c'est bien les normalisations triple E ou ce qu'on veut. D'ailleurs, je me demande si elles ne sont pas payantes si on va sur Internet. On ne saura pas voir la 43. Parce que je crois qu'il faut la payer. Il faut la payer, et puis voilà. Je crois qu'il faut la payer et puis on a accès, je veux dire, à la norme. Je crois que c'est des normes payantes. Voilà. Mais les meilleures normes, c'est de téléphoner, je veux dire, au constructeur de câbles. Hein, et de savoir, je veux dire, quelles sont les caractéristiques. Quoique, bon, maintenant, si vous vendez câbles, il faut vous donner une documentation avec euh, les éléments caractéristiques de la résistance d'isolement et donc avoir je veux dire, un point de référence, la résistance d'isolement, en fonction de la température. Voilà. Voilà, et donc, si un coefficient, réel coefficient à adopter, c'est en fonction du coefficient adopté par
le constructeur du câble. Voilà, c'est là qu'il faut plus faire confiance que le IEEE, parce que bon, peut-être qu'il faut des trucs de normalisation, hein, des conseils de normalisation, ok, mais bon, si c'est spécifique, il faut aller chez le constructeur, lui il dira, il en sait plus, parce que c'est lui qui construit le câble. Bon, méthode de mesure et interprétation des résultats. Bon, ça c'est une mesure qu'on appelle la mesure ponctuelle. Bon, c'est une des mesures. euh, euh, c'est une des mesures. On va appeler ça la mesure ponctuelle, au court terme. Parce qu'il existe différents types de mesures. Je vais les catégoriser. Voilà. Cette méthode est la plus simple. Elle consiste à appliquer une tension de test pendant une durée courte, 30 ou 60 secondes, et à relever la valeur de la résistance d'isolement obtenue à cet instant. Donc, c'est pour ça qu'on dit méthode ponctuelle ou court terme. Hein. C'est parce que bon, c'est un test pendant une durée courte, hein, de 30 à 1 minute en fait. Et à ce moment, on relève la résistance d'isolement, bien sûr obtenue à cet instant-là. Comme indiqué précédemment, cette mesure directe de la résistance d'isolement est... Ah, attendez. Oui. Ouais, non, ça va, j'ai rien dit. Donc, la méthode ponctuelle, c'est ceci en fait. C'est ce que j'explique. Donc, comme indiqué précédemment, cette mesure directe de la résistance d'isolement est fortement affectée par la température, comme on l'a dit, et le degré d'humidité. C'est pour ça que j'ai dit que la personne qui travaille doit sa sacoche, je veux dire, obtenir, je veux dire, enfin, prendre avec lui, je veux dire, un capteur de température. On ne dit pas thermomètre, hein, parce que thermomètre, bon, c'est pour le milieu médical. Hein. Thermomètre en mercure, c'est pour le milieu médical. Ça, c'est des capteurs de température spécifiques. Hein, je veux dire, bon, voilà. Bon, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que cette mesure, bon, la mesure là que j'explique, la mesure d'interprétation des résultats, là, enfin, de la mesure ponctuelle, là, la mesure ponctuelle qu'on appelle aussi court terme, elle est influençable par la température et l'humidité. C'est un X. Ça, c'est un gros inconvénient. Voilà, on va dire que c'est un inconvénient. Parce qu'il y a des autres méthodes qui ne dépendent pas de la température. Et on le verra par après. Donc il convient donc de normaliser la mesure à une température standard et de relever le niveau d'humidité afin de pouvoir comparer le résultat obtenu aux mesures précédentes. Donc du fait que ça dépend de la température, ils sont obligés de prendre des références de température, je veux dire qu'ils sont les mêmes, même de même température, pour éviter une influence de la température, avoir les mêmes valeurs de résistance d'isolement. Alors par cette méthode, il est possible d'analyser la tendance au fil du temps qui est plus représentative de l'évolution des caractéristiques d'isolement de l'installation ou de l'équipement sous test. Alors, la valeur obtenue peut être également comparée au seuil minimum à respecter indiqué dans les normes concernant les installations ou les matériaux électriques. Donc, une fois qu'on a les mesures, on compare, c'est une méthode par comparaison par rapport je veux dire, aux normes I3E ou par rapport aux normes données par le constructeur. Bon, il va comparer si, je veux dire, on est bien dans la gamme de résistance d'isolement préconisée par exemple, le constructeur. Voilà, l'interprétation de l'évolution des mesures périodiques permet, si les conditions de mesure restent identiques, même tension de test, même tension, même temps de mesure, d'établir un bon diagnostic sur l'isolement de l'installation ou du matériel. Voilà. Au-delà de la valeur absolue, il convient surtout d'analyser la variation en fonction du temps. Ainsi, un relevé montrant une valeur relativement faible d'isolement, mais très stable dans le temps et a priori moins alarmant qu'une forte décroissance temporelle d'un relevé d'isolement, même si celui-ci est au-dessus des minimums recommandés. Voilà, en fait. Donc, on va faire des graphiques et à partir de là, on va tirer des conclusions. Hein, je veux dire, ils disent qu'ici, une valeur faible d'isolement, même malgré tout, si elle est stable dans le temps, est moins alarmant qu'une forte décroissance. Ça diminue fortement hein, au niveau du temps. Voilà, voilà. Ils disent ici que toute variation brutale à la baisse de la résistance d'isolement est un indicateur de problème à investiguer. Voilà. Donc c'est la brutalité, je veux dire, de la courbe qui fait que là on peut se dire qu'il y a un problème. La brutalité de la courbe.
Maintenant, tout ça, je veux dire, on sait mettre ça sous forme d'un programme qui est tout fait, qui existe et qui est utilisable, on le verra pas après. C'est un programme et on sait avoir les courbes dans ce programme-là. On sait avoir les courbes de prise de mesure tous les X temps, hein. Il suffit d'encoder les données dans le programme et le programme, je veux dire, va analyser tout. Il va dire même quand il y a un problème d'alarme concernant, je veux dire, une résistance d'isolement défaillante. Par exemple ici, le graphe suivant ici, qu'est-ce qu'il fait apparaître? Ben justement, il fait apparaître une défaillance. Enfin, une défaillance au pic. Voilà. Au pic. Mais après, il y a résorption de la défaillance parce qu'en fait, il remonte totalement. Attendez, parce qu'ici, hop, voilà. Le graphe suivant donne un exemple de relevé de la résistance d'isolement d'un moteur. Ça concerne un moteur électrique. Bon, ils ont pris différents points de mesure. Je ne vois pas très bien, mais ça concerne 2005, 2006. Voilà, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Et voilà, là, il y a un pic. Là, il était en B, il y a un pic, il y a une défaillance, mais il était corrigé. Bon, si on regarde ici ce qu'ils disent, voilà, ce qu'ils disent ici, c'est que durant la période A, c'est celle-ci, donc c'est en 2006, la résistance d'isolement décroît sous l'effet du vieillissement. Ben, il décroissait légèrement, légèrement. Parce qu'en fait, l'isolant commençait à vieillir. Et il y avait de l'accumulation de poussière aussi. Donc, je veux dire, voilà. En B, ils disent que ici, en B, là, on a une décroissance rapide et indique un défaut d'isolement. Là, vraiment, le problème, il est plus urgent et grave. Il faut donc qu'il faut intervenir. Ça, c'était en 2000, fin 2006. Enfin, ça, c'est 2005, c'est en A. Fin 2006, c'est en B. Et en fait, et en 2007, qu'est-ce qu'ils ont fait? En C, le défaut a été réparé. Comment? Ben, ils ont rebobiné le moteur. C'était un problème de bobinage. Il y avait un défaut d'isolement au niveau du bobinage. Ils ont refait le bobinage. Hein, soit là, on rebobine dans une industrie où ils font du rebobinage, ça existe. Hein. Hein, il y a des gens qui font du bobinage, ils rebobinent ça se répare, les bobinages se réparent. Il ne faut pas jeter voilà, le moteur ou je sais pas quoi. Et donc la résistance d'isolement revient à un niveau élevé avec une tendance stable dans le temps. Voilà. Donc on a réparé le moteur pour rendre au moteur sa résistance d'isolement, je veux dire de départ. Bon, méthode de mesure basée sur l'influence du temps d'application de l'essai. Voilà. Bon, je vais le dire tout de suite. Hein. Bon, il y a la méthode basée sur l'influence de. Donc, on a vu la méthode directe. Enfin là, on a vu la méthode ponctuelle. Méthode ponctuelle ou à court terme. C'est la méthode qu'on vient de voir juste à l'instant. Il y a cette méthode-ci, c'est la méthode basée sur l'influence du temps d'application de la tension d'essai, du temps d'application de la tension d'essai. Il y a deux méthodes là, il y a la méthode PI et DAR. Bon, c'est-à-dire que quand on aura l'appareil, on appuie soit sur le bouton PI ou soit sur le bouton DAR. Enfin, le bouton PI, DAR, on peut sélectionner. Hein. C'est pas une sélection multiple. C'est le même bouton, c'est une sélection multiple, soit PI, DAR. On peut faire des autres mesures, mais je ne les ai pas encore vues. Donc ici, je